Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Les 7, 12, 13 et 15 décembre prochains auront lieu l'examen et le vote du budget primitif de l'État. À cette occasion, le président du Conseil national nous accorde un entretien. Christophe Stener, bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous recevoir à nouveau ici au Conseil national. Ça devient un plaisir et c'est toujours un plaisir. Alors pour commencer, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, nous allons consacrer cette première partie au budget primitif de l'État. Dans quel état d'esprit le Conseil national est-il à la veille de ces débats budgétaires? Serein. Le Conseil national est serein puisqu'il s'est préparé. Nous avons eu comme d'habitude des rencontres avec le gouvernement où les nombreux points ont été abordés et nous avons essayé de solutionner les problèmes qui pouvaient se révéler lors de l'examen des chiffres, des lignes et des différents sujets qui vont être abordés. Alors justement, quels sont les principaux enjeux de ce budget primitif? Alors du point de vue du gouvernement, il y a le plan gouvernemental d'action qui trace les grandes lignes politiques de ce budget qui sont établies par la politique gouvernementale, comme son nom l'indique. Donc nous avons l'environnement, nous avons la sécurité avec un renforcement des moyens pour la sûreté publique, nous avons le numérique et l'informatique avec la création de l'AMSI, qui est notre agence monégasque sur la sécurité informatique, où on doit mettre en place des moyens pour assurer la protection de la principauté. Comment se sont préparés les élus? Comme d'habitude. C'est-à-dire nous avons eu 2 séances, nous avons eu des commissions de finances sur lesquelles ont été établies des questions qui ont été envoyées au gouvernement. Le gouvernement est venu expliciter les réponses qu'il avait fournies et ces réponses ont été examinées lors de 2 commissions plénières d'études en présence du membre du gouvernement et de tous les conseillers nationaux. Monsieur le Président, quelles sont finalement les principales avancées de ce budget primitif? Les principales avancées se sont traduites par les demandes des élus et leurs inquiétudes. Donc en fait, plusieurs points ont été abordés. Ont été abordés avec le gouvernement en direct, la retraite des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on allait faire exactement, puisqu'il y a beaucoup de bruit, de rumeurs qui circulent en ville et qui semblent apparemment infondées. Sur un autre point, nous avons demandé au gouvernement que le 13e mois, qui est une prime dans le bulletin de salaire, soit pérennisé et devienne effectivement un 13e mois normal, comme dans toute société ou dans toute entreprise. Ensuite, nous avons aussi abordé le logement, mais nous y reviendrons plus tard, et d'autres points plus particuliers qui sont encore en cours de discussion et qui se développeront tout au long de l'année à venir. Monsieur le Président, nous allons nous interrompre quelques instants pour découvrir tout de suite la vie parlementaire et écouter les différents présidents de commission et nous nous retrouvons pour la suite et la fin de cet entretien. Premier temps fort du dernier trimestre de l'année 2016 dans cette vie parlementaire, la visite protocolaire de Thorbjørn Jagland, le secrétaire général du Conseil de l'Europe, était au Conseil national. Plusieurs sujets ont ainsi été évoqués avec Christophe Stener, Marc Burini et Jean-Charles Alavena. La crise des migrants et des réfugiés, la lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation. Dans ce cadre, les élus ont été consultés sur le dispositif de la loi relative à la préservation de la sécurité nationale. Autre sujet abordé, la cybercriminalité. Les membres du Conseil national ont souhaité évoquer la participation de Monaco à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe depuis l'adhésion en 2004 à la sortie du poste suivi en 2015 et aborder la place de Monaco et des petits États au sein justement de l'APCE. Autre temps fort, quelques jours avant la fête nationale, la venue de Pedro Agramunt dans le cadre de la visite officielle qu'il effectuait en principauté. L'occasion de parler des travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au Conseil national. Pedro Agramunt a d'ailleurs pu participer aux travaux de la Commission des relations extérieures, présidée par Jean-Charles Alavena aux côtés de plusieurs conseillers nationaux. Rôle et fonctionnement de la PCE, actualité du Conseil de l'Europe et relations avec la Haute Assemblée étaient à l'ordre du jour, mais également la campagne Ni haine ni peur contre le terrorisme et les discriminations sous toutes leurs formes. À l'issue de son entretien privé avec le président du Conseil national, le président de la PCE s'est exprimé dans la presse au sujet notamment de la priorité nationale à Monaco, en précisant, je cite, que la principauté a des spécificités différentes des autres pays dont l'Europe devra tenir compte.
Une date importante pour finir, celle du 25 novembre, puisque le Conseil national s'est associé à la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour la présidente de la Commission des droits des femmes et de la famille de rappeler, je cite, que les violences faites aux femmes n'épargnent aucun continent et que la mobilisation et la vigilance de toutes et tous est primordiale pour détecter, agir et faire reculer ces agissements d'un autre temps qui doivent être réprimés. Le Conseil national a d'ailleurs salué la campagne du gouvernement princier à ce sujet. Nous avons donc rejoint le grand hémicycle avec Nathalie Amorati-Blanc. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes en charge de la commission des droits de la femme et de la famille. Nous allons revenir ensemble sur cette journée internationale consacrée à la lutte contre la violence faite aux femmes. Alors, je vous remercie de rappeler cet élément important, cette journée importante consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée, je dirais, a été marquée par une conférence débat au lycée technique par Alexandra Kusserman, qui est un éminent médecin italien et qui est en charge de cette problématique en Italie et qui nous a montré, je veux dire, les dégâts, je veux dire, que peut faire ce fléau dans le monde entier. Un mot peut-être sur cette campagne monégasque mise en place par le gouvernement princier. Alors, cette campagne a été conçue par le département des Affaires sociales et de la Santé. Ce qui est novateur cette année, c'est qu'un numéro vert a été mis en place et qui permet aux femmes d'appeler pour se faire conseiller, pour connaître leurs droits et accéder, je veux dire, à des professionnels dédiés pour les aider et les assister. Et cette campagne a été assez forte. En termes d'image, je trouve que c'était très important de pouvoir faire comprendre à tout le monde que ce fléau peut toucher toutes les catégories sociales de femmes et qu'elles se sentent représentées. Vendredi 25 novembre, nous avons également illuminé le Conseil national en orange, qui est la couleur dédiée à cette campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Dernière question, vous souhaitez également évoquer les différents dossiers qui émanent de votre commission. Oui. Alors, le Conseil national s'apprête à voter le texte sur le nom. C'est le premier projet de loi du travail de la Commission du droit de la femme et de la famille. Et donc, je suis très heureuse, je veux dire, de voir que ce projet de loi a pu aboutir, malgré un début très difficile. Et nous avons pu aborder avec le gouvernement des points qui étaient très sensibles et nous avons eu une approche différente. Il y a 2 ou 3 projets de loi, je veux dire, qui pourront être présentés aux séances de printemps. Entre autres, le projet de loi concernant la sauvegarde de justice et le mandat de protection future, où tous les membres de notre commission travaillent et examinent ce projet de loi, je veux dire, avec une attention méticuleuse. Nous avons également le projet de loi concernant la résidence alternée, mais la balle est dans le camp du gouvernement, donc nous attendons leur réponse. Il y a également le texte concernant le contrat de vie commune, qui est rapporté par Jean-Louis Grinda et qui est un texte qui est issu de la majorité issue des urnes. La Commission du droit de la femme et de la famille s'est réunie donc 12 fois depuis que je suis devenue la présidente en avril dernier. Et nous continuons, je veux dire, à tous travailler, tous les élus, ensemble, pour étudier tous les textes qui nous sont proposés. Et nous avons donc tous des projets ambitieux pour 2017. J'ai à mes côtés à présent Jean-Charles Alavena, président de la Commission des Relations extérieures. Bonjour. Bonjour. Un mot pour commencer sur ces questions européennes et ces discussions ouvertes avec la principauté. Où en est-on aujourd'hui ? Bien, écoutez, je crois que les négociations se poursuivent. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, elles n'ont pas été véritablement encore ralenties par le Brexit. Je voudrais vous rappeler une chose, c'est que c'est le gouvernement qui négocie, pas le Conseil national.
Et je voudrais aussi rappeler aux Monégasques que contrairement à ce que certains veulent leur faire croire, on ne négocie pas l'adhésion à l'Union européenne, mais un contrat de partenariat, la manière de mieux travailler avec l'UE. La nuance est assez importante. Donc a priori on avance, le gouvernement nous tient régulièrement informés, on se renseigne de notre côté auprès de nos collègues élus de San Marino, d'Andorre. Tout ceci semble en phase et aujourd'hui, rien ne permet de dire que les lignes rouges que le souverain a fixées seraient transgressées ou qu'il y aurait des intentions de céder. Voilà, alors on est vigilant, on fait notre travail, on suit tout ça, mais aujourd'hui on est parfaitement en ligne avec les objectifs. Le Gréco, groupe d'État contre la corruption, est récemment venu en principauté. Déjà, peut-on rappeler le rôle de cet organisme et surtout l'objet de cette visite ? Depuis notre adhésion au Conseil de l'Europe, on a droit, comme tous les pays d'ailleurs, c'est pas Monaco qui est visé plus que d'autres, à des visites régulières d'organismes issus de la PCE, comme le Gréco, comme l'ECRI, qui est venu l'année dernière sur les problématiques de racisme et de xénophobie, comme le Grevio, sur le groupe d'études sur les violences domestiques et faites aux femmes, qui sera à Monaco début décembre. Donc le Gréco, groupe d'études contre la corruption, fait régulièrement des visites dans les pays, rencontre tout le monde, on va dire, gouvernement, élus, experts, associations concernées, pose beaucoup de questions et fait de jolis rapports. J'ai envie de dire que la démarche est toujours un peu la même. Des gens qui connaissent Monaco assez correctement à travers les institutions, assez mal à travers les pratiques, qui s'étonnent que tel texte n'existe pas, que telle disposition ne soit pas prévue parce qu'ils la connaissent chez eux, chez nos grands voisins. Et la réponse est toujours un peu la même. On ne légifère pas sur tout, on légifère quand il y a des problèmes. Et ici, il y a un certain nombre de problèmes qui, pour l'instant, et rassurons-nous, ne se posent pas. C'est ce qu'on a raconté à l'écrit l'année dernière sur l'absence de loi contre le racisme, contre la xénophobie. Ce ne sont pas des problèmes quotidiens à Monaco. Et là, quand on nous explique qu'on manque de textes pour lutter contre la corruption des élus, on leur dit, mais où est le problème? Je veux dire, la plupart des élus, je le dis de manière très claire, ont plutôt tendance à perdre de l'argent en siégeant au conseil qu'à en gagner. On n'est pas professionnel, je le rappelle, on prend sur notre temps. Et ce n'est pas une vraie problématique. Néanmoins, là aussi, on fait attention, on discute. J'espère qu'on a réussi à convaincre les gens du Gréco. Et puis, on poursuit les échanges. C'est jamais inutile, mais c'est bien qu'ils se rendent compte aussi qu'on n'est pas strictement identique à tous nos voisins. Alors, beaucoup de textes de ratification ont été votés il y a quelques jours par le Conseil national. C'était important, justement, de ratifier ces textes ? Oui, c'était important. Et Bernard Pasquier, le rapporteur, je pense, est venu vous en parler plus précisément avant les séances. C'était important parce qu'au-delà du côté aride et ultra technique de ces textes, ce sont des textes qui ont une portée politique énorme. Je dirais, c'est le message du souverain que Monaco n'est pas isolé sur la planète, que Monaco doit coopérer avec ses voisins et que Monaco doit échanger avec ses voisins et que Monaco doit maîtriser ses échanges avec ses voisins. Je veux dire, à travers le vote de ces textes, c'est cette direction-là qu'on emprunte et je crois que c'est la bonne. Je veux dire, moi j'ai le souvenir, il y a quelques années, des propos de l'ancien président qui passait son temps à répéter qu'il ne fallait pas ouvrir Monaco, qu'il fallait rester entre nous et des choses comme ça, et qui disait si on continue à ouvrir, c'est la mort de la place financière, c'est la mort de Monaco. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en allant vers la transparence, et c'est le message du souverain, on n'est pas perdant et qu'on a certes un gros travail à faire, que les banques ont du travail à faire, que les institutions financières ont du travail, mais qu'on ne peut pas être perdant. Donc, je suis très heureux que le Conseil national, à travers ce vote, se soit placé dans les pas du souverain et dans les pas de cette ouverture raisonnable, maîtrisée. Quel bilan peut-on finalement dresser de cet exercice quasiment terminé pour la Commission des relations extérieures? Un bilan de continuité pour tout ce qui touche à notre participation internationale.
Les élus de Monaco continuent à s'impliquer énormément, que ce soit au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, à l'OSCE, au travers de l'OIP, et ceci toute tendance politique confondue. Un bilan législatif plus prononcé que les années précédentes, c'est la conséquence d'un travail de fond que j'ai mené depuis 3 ans, notamment contre l'ancien ministre d'État, pour obtenir l'application systématique de l'article 14 de la Constitution, c'est-à-dire quand un texte de ratification a des implications législatives ou budgétaires, qu'on vienne nous le présenter pour qu'on le vote plutôt que d'essayer de le faire passer en catimini. C'est le cas depuis le début de l'année. Donc on a eu plusieurs textes de ratification en ce sens, les derniers dont on vient de parler, mais quelques autres avant. Voilà. Et le contexte général de la négociation avec l'UE, dont la Commission des relations extérieures débat, vous vous en doutez, très régulièrement. Thierry Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Dans un premier temps, peut-on faire un point sur les dossiers qui émanent de votre commission? Oui, tout à fait. Alors, au cours de la session d'automne, on aura déjà validé le texte sur l'accessibilité, qui est voté donc le jeudi 1er décembre, qui a été voté jeudi 1er décembre. Et ça, c'est donc un sujet fait pour la Commission. Et puis maintenant, on a au travail, toujours aujourd'hui, la réforme de la médecine du travail, qui est un texte que l'on devrait, donc un projet de loi qu'on devrait voter au printemps, avec la proposition de loi de Renaissance, qui est sur le travail de nuit. En parallèle, on va remettre à l'ordre du jour des commissions le projet de loi sur la réforme du statut des fonctionnaires. Alors pour l'instant, je ne sais pas dire si ça sera voté à la session de printemps ou d'automne, en tout cas 2017, mais en tout cas, ça va être dans les priorités de la CISA dans les prochaines semaines. Alors vous êtes sur le point également d'ouvrir un dossier particulièrement sensible sur l'avenir de la retraite des fonctionnaires. Oui. Alors on a eu effectivement cette information par le ministre d'État et par l'alias budgétaire sur le budget primitif 2017. Il y a effectivement, et vous l'avez noté, une ligne, une inscription budgétaire sur la retraite des fonctionnaires. Alors aujourd'hui, que l'on soit clair, en tout cas au niveau des élus, on est, j'ai envie de dire, dans un effet d'annonce, hein, on est dans un principe d'inscription budgétaire. Le sujet, pour nous en tout cas, n'a pas été étudié, on n'a pas les éléments et on a hâte effectivement d'obtenir du gouvernement un groupe de travail pour pouvoir partager ensemble les actuaires, les projections et de voir déjà de quoi on parle, quel est le volume de la retraite et quelle est sa tendance dans les années qui viennent. Viendra peut-être à ce moment-là l'opportunité de revoir certains pans de la retraite, mais aujourd'hui encore une fois, pas d'informations à notre niveau, donc c'est effectivement l'occasion, par la question que vous me posez, de faire taire toutes les rumeurs. Non, pas de souci là-dessus, on va étudier le sujet sans pour autant en dire plus aujourd'hui. Vous souhaitez également parler justement, en parlant des fonctionnaires, de cette prime? Alors oui, bien, vous l'avez noté, c'est maintenant heureusement devenu une habitude, le budget d'État est excédentaire et effectivement la majorité a redemandé la reconduction de la prime comme dans l'année passée à la destination de l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'État. C'est aussi une manière un peu de ce qu'on trouve dans le privé sur des principes d'intéressement, mais de rendre aux fonctionnaires ou aux agents de l'État un peu le rendu de cette année et la contribution qu'ils ont donnée à ce budget pour faire un budget excédentaire. Et donc cette prime sera allouée effectivement pour la fin d'année. On a aussi à l'étude, et c'est prévu dans le budget 2017, donc nous voterons bientôt, une augmentation du point d'indice et une indexation de ce point d'indice pour justement les salaires pour l'année 2017 et pour au moins ne pas perdre en pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. Jean-Michel Cuqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission du logement. Peut-on tout d'abord faire un point sur le dossier Grand IDA? Le dossier aujourd'hui très Grand IDA, puisqu'en effet, depuis avril 2016, le dossier a bien avancé et le gouvernement a rejoint notre position en décidant donc de lancer le très Grand IDA, qui intéresse le quartier Platy, mais qui englobe les immeubles domaniaux des Mélèzes et des Cèdres, de manière à restructurer tout le quartier. Le gros avantage étant évidemment qu'on gagne des surfaces, puisqu'on peut intégrer les voiries, et également que l'on peut traiter les tréfonds. Et à Monaco, la place est quelque chose d'essentiel. Et en traitant les tréfonds, on peut par exemple faire des connexions avec le futur quartier Fontvieille et la partie des délaissés qui est à côté. Nous avons également obtenu du gouvernement, et j'en suis particulièrement heureux, le fait que le début du projet s'inscrive dans une étude urbanistique confiée à 4 grands cabinets d'urbanistes
puisque c'est la première fois qu'on restructure un quartier, il nous semblait important d'avoir cette vision préalable de l'urbanisme avant de passer à l'architecture proprement dite. Nous allons avoir normalement les premiers résultats en début d'année. Alors nous parlions du dossier Ida. Est-ce qu'on peut connaître la situation du logement en principauté? Alors, autant je suis particulièrement satisfait d'avoir convaincu le gouvernement s'agissant du très grand Ida, autant je dois dire que je regrette d'avoir eu raison depuis la campagne électorale et sans cesse depuis cette époque, quand j'avais annoncé que nous allions vivre une grande pénurie, contrairement aux études gouvernementales, il s'avère que j'avais raison et que nous allons là, à la prochaine commission qui se tiendra en avril d'attribution des logements, connaître une des plus graves pénuries de ces dernières années, puisqu'il y aura environ 400 demandeurs pour moins de 100 appartements. Donc ça va être extrêmement tendu. Tout cela parce que le gouvernement et sans doute d'autres élus dans cet hémicycle n'ont pas pris la mesure à temps de la vérité du problème. Certes, depuis, nous avons fait des efforts, et surtout le gouvernement, nous avons fait tous nos efforts pour essayer de le convaincre, mais je pense que maintenant, ils ont enfin compris, et nous avons lancé des nouveaux programmes, en particulier les opérations intermédiaires, mais vous savez très bien que dans ce qui concerne le logement, malheureusement, le temps perdu se rattrape très difficilement. Donc pour parler des opérations intermédiaires que nous avions demandées dès 2014, au début, une seule avait pu voir le jour, c'était la Villa del Sol à Saint-Roman. Depuis avril, nous avons réussi à obtenir 2 nouvelles opérations intermédiaires. On va dire une Villa del Sol 2, c'est tout à fait récent, l'État ayant acheté une villa juste à côté pour faire une autre opération intermédiaire à Saint-Roman, et rue Platy, un peu au-dessus du futur très grand Ida, une opération qui va s'appeler Soleil du Midi, que nous avons réussi à dimensionner un peu plus grande et qui va permettre également d'avoir des logements de tout type dans des opérations plus réduites qui seront livrées malheureusement pas avant 2019. Et je crois que vous teniez notamment à parler des problèmes que rencontrent les résidents des Jardins d'Apolline. Tout à fait, tout à fait. Alors, comme quoi un malheur n'arrive jamais seul, en plus du problème du logement, nous nous retrouvons face à un problème de malfaçon au Jardin d'Apolline qui a entraîné, nous le savons tous, des dégâts des eaux importants dans plusieurs appartements. Dès 2015, j'ai signé un courrier au gouvernement pour l'alerter sur ce problème. Il faut reconnaître qu'ils ont sans doute mis un peu trop de temps à prendre la mesure de la réelle étendue du problème. Malgré tout, nous avons obtenu d'abord que le gouvernement s'engage à ne pas attendre le remboursement des assurances, mais fasse l'avance de l'argent pour permettre de remettre en état le plus rapidement possible ces logements, évidemment. Et deuxièmement, dans les cas où malheureusement les habitants de ces logements devraient être relogés, ils soient relogés dans des appartements équipés et gratuitement. Donc ça, c'est obtenu. J'invite d'ailleurs, puisque j'ai appris récemment qu'un collectif s'était organisé auprès des habitants de cet immeuble, je vais les rencontrer très prochainement pour qu'on puisse, un, échanger, et deux, que je puisse être leur relais auprès du gouvernement et que je puisse être le relais du gouvernement auprès d'eux pour s'assurer que les engagements pris soient tenus. Nous avons également obtenu l'assurance, même si le gouvernement a mis un certain temps pour trouver les problèmes techniques, c'est un peu compliqué, l'assurance que des dispositions seraient prises pour les prochaines constructions de manière à ce que ce genre de problème technique ne puisse plus se produire. Jean-Michel Cuqui, merci pour cet éclairage. Je vous propose à présent de découvrir les expressions libres. Chers compatriotes et résidents, tout le monde voit bien que le cadre de vie en principauté est de plus en plus mis à mal par la surabondance exagérée de travaux publics ou privés. Bruit, pollution, embouteillage sont de véritables nuisances qui affaiblissent notre attractivité. Porté par l'enthousiasme des budgets excédentaires, mais aussi poussé par le groupe Horizon Monaco, vainqueur des élections en 2013, qui a souhaité imposer au gouvernement un montant de 30% de travaux publics, l'exécutif a, selon nous, fait une double erreur. La première, très visible partout, c'est d'affaiblir durablement le plaisir de vivre en principauté. Savez-vous que d'ici 2 ans, le nombre de camions entrant à Monaco sera triplé? La seconde, moins facilement discernable mais que nous souhaitons mettre en lumière,
et d'engager des dépenses trop élevées qui risqueraient, si la conjoncture internationale venait à se dégrader, de mettre gravement en péril notre modèle économique. Est-ce cela que nous voulons, au moment où justement nous entamons la nécessaire réflexion sur la retraite des fonctionnaires qui nécessitera, pour la sécuriser dans un esprit de justice sociale, plusieurs centaines de millions d'euros. Et je n'oublie pas non plus le traitement budgétaire de la dépendance qu'il va nous falloir traiter avec volontarisme. À la veille des séances budgétaires, comptez sur notre vigilance et sur notre courage pour défendre une certaine idée de la principauté, juste, belle, prudente et humaine. Chers compatriotes, comme vous le savez, Renaissance a toujours été proche des personnes qui travaillent, y compris parfois dans des conditions pénibles. Pour encadrer le travail de nuit en particulier, nous avions déposé dès 2013 une proposition de loi qui malheureusement a été ignorée par l'ancienne présidence. Depuis l'arrivée du nouveau président, en avril dernier, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce texte est enfin à l'étude, avec toute la considération qu'il mérite. Le travail de Renaissance est enfin respecté à sa juste valeur. C'est la preuve que lorsqu'on fait passer l'intérêt général avant les égaux, on peut ensemble s'intéresser aux vrais problèmes des Monégasques. Renaissance vous remercie. Chers Monégasques, le budget primitif est un moment important de la vie politique monégasque. Il fixe des lignes de notre économie publique. Le budget étatique n'est pas qu'une succession de chiffres, bien au contraire. Le budget parle en fait à 100% du quotidien des Monégasques. Il aborde tous les aspects de la vie des compatriotes, des enfants du pays, des résidents. C'est une sorte de tour d'horizon des projets, des problématiques. Le groupe politique Horizon Monaco porte depuis toujours la qualité de vie dans ses priorités d'engagement. C'est donc en toute logique que je vais aborder des points que nous défendrons lors de ces soirées de débat. Car nous avons été élus pour défendre vos intérêts, il ne faut pas l'oublier. Les chantiers, la pollution, la circulation sont les trois plaies béantes qui mettent en souffrance notre qualité de vie depuis de trop nombreuses années. J'insisterai sur certains des points, à commencer par les événements sur le port. Laurent Douillon a interpellé le gouvernement sur ce sujet. Lorsqu'il ne se passe rien sur le port, c'est un événement. Bien que nous ne soyons pas contre les manifestations, les aménagements de circulation doivent être plus efficaces. Fermer la route de la piscine, par exemple, n'est pas imaginable. Le gouvernement doit trouver des solutions. De même, lors de la réunion de quartier organisée le 24 novembre par Rassemblement et Enjeu, nous, élus Horizon Monaco, avons pu nous entretenir avec de nombreux compatriotes logés au jardin d'Apolline et qui subissent de nombreux désagréments. Nous ne les laisserons pas tomber. Cette situation est inacceptable. Nous resterons vigilants sur les suites données par le gouvernement à cette problématique, mais surtout sur les futurs programmes domaniaux. Pour conclure, les élus Horizon Monaco vont intervenir sur ce budget primitif et faire des propositions sur tous les grands sujets comme la retraite des fonctionnaires, le phasage des chantiers, mais aussi les débouchés pour nos jeunes monégasques. Tout cela pour défendre un unique objectif, votre qualité de vie et un meilleur vivre ensemble. Chers compatriotes, vous en entendez souvent parler dans la presse ou dans le discours de certains politiques, car c'est un thème porteur. Je veux parler de la qualité de vie. À Monaco, dans un espace dans lequel nous savons tous que nous évoluons de manière privilégiée, cette notion prend un sens tout particulier pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes une ville-État très urbanisée, et pour l'entretenir, mais aussi pour faire fonctionner notre économie, nous avons trop le sentiment qu'il y a des travaux partout et en permanence. Mais une ville, ça s'entretient, et l'immobilier est un secteur qui doit évoluer constamment. Pour autant, notre rôle ici au Conseil national, c'est de se faire votre voix et ainsi demander au gouvernement de faire preuve de discernement et de penser de plus en plus au phasage des travaux. La qualité de vie, c'est aussi la lutte contre le bruit, c'est la lutte contre une circulation trop dense. À ce titre, nous saluons la mise en route du tunnel descendant qui a permis de soulager tout le quartier du Jardin exotique le matin par exemple. La qualité de vie, c'est aussi repenser notre urbanisation commerciale, l'anticiper, ne pas poser ici une tour sans penser les commerces autour, ni son désenclavement, ses accès. Il faudra y penser pour l'extension en mer et pour toutes les grosses constructions à venir. Enfin, je voudrais profiter de ce message pour vous adresser au nom de la majorité du Conseil national tous nos vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année qui se profilent. Nous sommes fiers d'œuvrer pour vous, grâce à une équipe de permanents absolument remarquable.
Au moment où on aborde ces séances du budget primitif 2017, il est temps de faire un premier bilan des 6 mois de travail de la nouvelle majorité, celle qui a élu et qui soutient le nouveau président du Conseil national. Que constatons-nous? D'abord, qu'on a remplacé un président inefficace, incompétent, qui n'associait pas les élus, par un président qui partage les informations, qui responsabilise ses présidents de commission, qui échange sans arrêt avec les élus. Ensuite, qu'on s'est remis au travail. C'est plus facile quand la motivation et la dynamique de groupe sont là, quand la stratégie est claire et les résultats se voient. Regardez tous les textes qui étaient dans les tiroirs, freinés, ralentis, pour plein de mauvaises raisons, et qui ont été votés pendant cette période. Permettez-moi d'ailleurs de remarquer que, malgré ce que disent Horizon Monaco et son leader, ils ne doivent pas être si bâclés que ça, puisqu'ils ont tous été votés à l'unanimité. Et puis, au-delà des textes, il y a tous ces dossiers que nous avons réussi à faire rouvrir par le nouveau ministre d'État. La remise en cause du parking des Spélugues, inutile, coûteux, nuisible. Une vraie étude sur l'usine de traitement des déchets, dont tous les gens qui, à Monaco, touchent un peu au dossier d'environnement, disent que ce serait une aberration de la reconstruire in situ. Un vrai projet d'urbanisme majeur pour le quartier du Très Grand Ida, et non pas la version étriquée que l'on nous avait imposée. Avec la complicité passive de l'ancien président, ces dossiers, et quelques autres, étaient considérés comme classés. Nous avons déjà montré que ce n'était pas vrai. Mais c'est une chose de les avoir réouverts, c'en est une autre d'obtenir gain de cause, et notre travail continue pour convaincre le gouvernement du bien fondé de nos arguments. Tout ceci, ce sont des faits. Ils sont clairs, établis. Les Monégasques voient une majorité recomposée, non clanique, non idolâtre, qui réfléchit, qui débat, qui travaille, qui a remis le Conseil national à sa place. À mon avis, ils ne peuvent que s'en réjouir. Marc Burini nous a rejoint, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes le rapporteur du projet de loi concernant la fixation du budget primitif de l'État. Un budget toujours et encore cette année excédentaire. Quels sont les chiffres significatifs ? Oui, on peut se féliciter d'avoir encore cette année un prévisionnel excédentaire de plus de 7 millions d'euros. Toujours les grandes masses, donc on arrive à un total de recettes d'1 210 milliard d'euros. Alors vous savez que 76% de ces recettes sont constituées de contributions, c'est-à-dire c'est nos impôts. Je citerai la TVA pour 595 millions d'euros, l'impôt sur les sociétés, 125 millions, les droits de mutation, 120 millions. Côté dépenses, on a ce qu'on appelle les dépenses ordinaires à hauteur de 811 millions. Effectivement aussi, très important pour nous, nos dépenses d'investissement public, qui s'élève cette année à 391 millions d'euros. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on vote le budget primitif, on vote aussi ce qu'on appelle le programme triennal d'action, c'est-à-dire ce sont des chantiers qui ont une durée beaucoup plus longue, comme l'hôpital, etc. Et aujourd'hui, ce triennal s'élève à 4,1 milliards d'euros, ce qui est énorme. Alors le budget reflète les priorités gouvernementales. Quelles sont justement ces priorités pour 2017 ? Vous savez, quand on reçoit l'alias budgétaire et les documents budgétaires, effectivement, on a un document écrit qui s'appelle le plan d'action gouvernemental pour l'année 2017. Cette année, il y a quelques nouveautés et des poursuites aussi d'actions qu'on avait vues soit l'année dernière, soit au rectificatif. Donc, parmi ces priorités, cette année, on a une nouvelle ligne pour le fonds retraite-prévoyance qui a abondé à hauteur de 5 millions d'euros. Donc la Commission des finances estime qu'il est très urgent et intéressant d'ouvrir ce dialogue, mais on est très circonspect sur une ligne unique prévoyance-retraite, alors que ce sont deux sujets totalement différents. Mais je crois qu'on va en discuter avec le gouvernement pour le futur des retraites des fonctionnaires, auxquels je souhaite dire que leur retraite n'est pas du tout mise en danger aujourd'hui. Le deuxième pôle important, c'est la poursuite évidemment de l'image de Monaco. Et là encore, un effort est mis sur le plan de la communication, sur le pôle communication. On a demandé au gouvernement d'avoir une commission plénière d'études dès le début de l'année pour voir un peu comment va s'articuler la communication institutionnelle de Monaco.
Troisième point, un renforcement, évidemment, vous savez que c'est d'actualité, hélas, de la sécurité à Monaco, avec la création cette année d'une réserve civile de la police monégasque. Il y a aussi un effort qui est mis. Vous savez qu'on s'est engagé au niveau environnemental, on a signé à peu près il y a un an, jour pour jour, la COP21, avec des objectifs extrêmement ambitieux, puisque je vous rappelle qu'on devrait baisser nos gaz à effet de serre de 30% à horizon 2020 et de 50% à horizon 2030. Donc l'année dernière avait été constitué pour financer ce plan ambitieux un fonds vert à hauteur de 5 millions d'euros. Cette année, ce fonds vert a été abondé encore de 15 millions d'euros, donc il va être de 20 millions d'euros pour essayer d'atteindre ces objectifs. Le cinquième point aussi important, c'est un budget de 3,3 millions d'euros qui est dévolu à ce qu'on appelle la Smart City. C'est toutes les technologies nouvelles qui permettront une meilleure mobilité à Monaco, qui est aussi un point névralgique, la circulation, entre autres, dans notre pays. Voilà les 5 grands points nouveaux, disons. Marc Burini, vous êtes également président de la Commission des finances. À ce titre, pouvez-vous nous parler du mouvement actuel de la place bancaire et financière ? D'abord, je voudrais dire le poids économique de ce secteur. On a parlé avant, je vous ai cité le chiffre de 125 millions au titre de l'impôt sur les bénéfices. Il faut savoir que cet impôt est représenté à 60% par les établissements de crédit, les banques, etc. Donc c'est un secteur important dans nos recettes, qui subit actuellement une mutation importante. On a vu les restructurations qui ont lieu, notamment dans les banques. Moi, je pense que le gouvernement doit accompagner ce secteur, cette mutation, et surtout favoriser l'émergence de compétences et de sociétés de gestion, par exemple des sociétés financières qui pourront venir et investir à Monaco. Et notamment, nous avons voté la semaine dernière la loi sur le multifamily office, qui fait partie aussi de ce cadre et qui pourra développer aussi la place financière à Monaco. Monsieur le Président, nous allons reprendre cette deuxième partie d'entretien en nous intéressant plus précisément au dossier d'actualité. Nous venons d'entendre les différents présidents de commission. Un mot peut-être sur la situation du logement en principauté. Où en est-on ? Écoutez, les constructions qu'on a demandées au niveau domanial avancent. Il peut y avoir, vous savez, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Alors, on va commencer par l'Angelin. L'Angelin est en cours de finition et les délais devraient être tenus, ce qui pourrait permettre la livraison d'un nombre conséquent d'appartements. D'autres dossiers sont en cours. Nous avons le testimoniaux. Apparemment, là, il semblerait qu'il y ait un problème de retard qui pourrait approcher 1 an. Nous avons également le Grand IDA, le très Grand IDA, qui était un des sujets majeurs depuis avril et que nous avons réussi à obtenir. Là-dessus, le gouvernement a demandé, en suivant nos demandes, conseil à un urbanisme, et un projet devrait nous être présenté en cours de l'année prochaine. Il en est de même pour l'extension en mer, où vous savez qu'on avait demandé un réaménagement de la promenade du Larvoto. Là aussi, les choses avancent, et on espère que vers la fin du premier trimestre, on pourrait avoir déjà une vue d'ensemble de ce que projettent de faire les promoteurs et ce qui promet d'être intéressant. Ensuite, nous avons les opérations intermédiaires. Alors les opérations intermédiaires, vous savez, c'est une nouvelle philosophie qu'on est en train de développer. Au lieu de s'orienter vers des grands blocs où on va mettre ensemble tous les monégasques, on estime qu'il faudrait essayer de multiplier des petites opérations pour pouvoir réactiver la vie des quartiers et organiser le bien vivre ensemble. Donc ce qui se passe en ce moment, vous savez qu'au budget rectificatif 2015, le budget n'avait pas failli ne pas être voté, puisque à un moment donné, les opérations intermédiaires qui avaient été demandées n'ont pas été délivrées. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il semblerait que nous ayons obtenu toutes les opérations intermédiaires, et la troisième devrait être mise en route au cours de l'année prochaine. Ouvrant un chapitre SBM à présent, quelle est finalement la position du Conseil national par rapport à cette ligne budgétaire dédiée au monopole concédé ? Alors
d'abord, cette ligne budgétaire dédiée au monopole concédé, en fait, c'est une ligne de recettes. Donc il est évident que se prononcer sur une ligne de recettes, c'est un peu difficile. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que nous avons demandé lors des commissions d'examen budgétaire, nous avons demandé quel était le business plan de l'ASBM sur 5 ans. Et le gouvernement a été incapable de nous répondre sur ce point. Donc je laisse les élus le soin de se déterminer sur cette ligne. Passons au travail des élus à présent. On vient de le voir, on vient de l'entendre. Beaucoup de projets de loi ont été votés ces derniers temps au Conseil national. Vous souhaitez, avec notamment des textes qui représentent une grande avancée pour la principauté, vous souhaitez plus précisément parler de ce nouveau rythme législatif? Oui, alors le nouveau rythme législatif, vous savez, dans le passé, le Conseil national a été souvent attaqué, mis en cause, en disant que le travail législatif n'était pas fait, qu'il y avait plus de communication que de travail et que les textes ne sortaient pas. Donc j'ai voulu démontrer avec mes coéquipiers et mes élus, ou plutôt c'est moi qui suis leur élu, que nous avons changé la méthode de travail et nous arrivons à tenir ce que nous avons dit. Je crois que depuis avril, nous avons passé à peu près, je peux me tromper, mais un peu plus de 11 textes législatifs, qui est le fruit d'un travail sérieux, fait avec les élus, le gouvernement, comme le veut l'esprit de nos institutions. Alors nous l'avons vu, des nouveaux textes, des projets de loi votés, des propositions déposées. Quels seront justement les futurs dossiers sur votre bureau? Alors il y a 3 dossiers majeurs qui sont la loi sur les fonctionnaires, sur lequel qui est en CISAD, sur lequel nous allons nous repencher très sérieusement à partir de l'année prochaine. Nous avons la loi sur le patrimoine qui traîne dans les tiroirs du Conseil national depuis beaucoup de temps. Et là, je dois dire que M. Boéry a beaucoup travaillé dessus, qui est le président de la culture, a beaucoup travaillé dessus. Et on espère pouvoir passer le texte à la session d'avril. Ensuite, nous avons aussi le texte sur l'environnement. Vous savez que l'environnement est aujourd'hui un projet phare de la principauté. Et donc, ce serait bien que ce texte puisse être voté également au cours de la prochaine année. Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cet entretien et au terme de cette année riche politiquement parlant. Avez-vous un message particulier à faire passer en cette fin d'année? Je voudrais dire à tous nos compatriotes et aux résidents de la Principauté que nous avons de la chance de vivre ici, vu ce qui se passe dans le monde, et que nous faisons tout pour préserver cette paix, cette stabilité, cette sérénité qui règne à Monaco, en essayant de satisfaire aux besoins de toute la population et de nos nationaux. Je profite aussi de cette occasion pour adresser à tous les compatriotes et tous les résidents mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année. Et je tiens à souligner que tout le travail qui a été fait depuis avril est fait aussi essentiellement grâce à tous les permanents qui, dans le Conseil national, travaillent tous les jours pour contribuer à ce que ces textes de loi importants pour notre pays puissent sortir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis à nouveau ici au Conseil national. Je vous remercie, Vanessa. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre l'examen et le vote du budget primitif en intégralité et en direct sur Monaco Info. Merci de nous avoir suivis.